Hello, on se retrouve pour une petite vidéo parce que j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient un peu à cœur et que c'est compliqué de faire un post sur LinkedIn parce que j'ai envie d'expliquer un peu le sujet plus en profondeur et juste écrire, je pense que ça suffira pas. Donc voilà, je me lance un peu dans une petite vidéo qui sera pas montée ni rien, donc on va juste explorer un sujet sur JavaScript. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des symboles parce que je trouve que les symboles, c'est pas super bien maîtrisé en JavaScript. D'ailleurs, il y a des fois, il y a des développeurs qui vous diront ouais, c'est un truc, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais utilisé. Et en fait, je trouve que c'est quelque chose de super important. Enfin, à titre personnel, j'en utilise beaucoup dans pas mal de projets. Donc, on va les découvrir. On va voir un petit peu quels sont j'ai quelques cas d'usage pour vous. Je vais vous montrer ça. Bien évidemment, il y en a d'autres. Il y a d'autres façons de voir les choses. Il y a aussi des approches assez innovantes dans les symboles. On va pas forcément tout voir dans cette vidéo, mais je vais vous en montrer déjà une petite partie, quoi. Donc déjà, les symboles, qu'est-ce que c'est qu'un symbole? Un symbole, c'est une primitive en JavaScript. Par exemple, je peux créer un symbole ici. On va l'appeler Kasimfo. Boum. Et je crée mon symbole comme ça. Alors, quel est l'intérêt déjà de ce truc-là? C'est que c'est une primitive. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kasimfo, ça va être une des primitives de JavaScript. Donc, si j'exécute mon code ici, boum, on va voir que typeof symbole, c'est égal à symbole. Donc, on est bien ici face à une primitive. Là, alors, l'intérêt de cette primitive, c'est qu'elle est strictement unique. C'est-à-dire que quand on crée un symbole, c'est une valeur qui est purement unique. On va le voir justement un petit peu après, on a un cas d'usage qui va définir, où on va voir un petit peu comment on peut exploiter ce côté unique, parce que finalement quand on est développeur, on n'a pas vraiment l'habitude. En fait, on a un peu l'impression, quand on entend parler de ce truc unique et qu'on fait déjà du dev depuis quelques années, ça nous parle pas forcément, parce qu'on se dit mais c'est quoi ce truc d'unique? Je comprends pas. Moi j'ai jamais eu besoin de quoi que ce soit qui était unique. Voilà. Et c'est vrai que moi, par exemple, au tout début, je me suis posé cette question un petit peu de me dire, mais finalement, c'est à quoi ça sert ce truc unique et est-ce que je rate une compréhension assez fondamentale dans le langage? Donc c'est pour ça que moi j'avais beaucoup travaillé ce sujet des symboles parce que je me suis dit si c'est là, c'est qu'il y a vraiment une raison et que ça doit être utilisé. Ça doit pouvoir s'utiliser en tout cas de manière concrète. Et c'est le cas, je vous l'assure. Donc là, typiquement, on pourrait par exemple faire vérifier, par exemple, si vous faites ici Kasimfo est strictement égal à un nouveau symbole, évidemment, vous avez deux symboles différents. Donc ici, vous avez false directement. Euh, cette assertion n'est pas bonne, quoi. Donc, quels sont les cas d'usage pour un symbole? Par exemple, de la metadata. Alors ça va vous concerner, par exemple, si vous faites des API ou vous travaillez sur un framework. Imaginons, on va bosser, imaginons vous avez une classe, on va l'appeler API, on va faire simple, et vous m'en voulez pas évidemment pour créer une API qui est simple, et on va créer une méthode A et une méthode B. On va faire un truc vraiment simple, donc là il faut aussi un peu s'imaginer, évidemment, hein, vous êtes dans votre API, donc c'est à vous d'imaginer un peu le cas d'utilisation, mais je vous rassure, ça c'est un truc qui est fait par beaucoup d'outils. En fait, on va voir que vous ne le voyez pas, on ne va pas le voir, mais je vous assure que beaucoup des outils que vous utilisez en fait vont exploiter ce pattern-là. Donc vous allez le découvrir. Donc, et là, je vais créer un symbole qui s'appelle donc K pour dire que c'est une constante, K API metadata. Et je vais le déclarer à symbole. On peut lui donner un nom, par exemple metadata, comme ça. Et on va faire une méthode. On va peut-être faire même. Non, ici on va faire un objet par exemple, comme ça, obj, hop, on va créer un objet nul, donc sans aucun prototype, et on va retourner cet objet. On va peut-être pas faire ça, hein. On va pas le faire sans prototype, on va juste faire un objet avec foobar dedans, comme ça on a une info. Dans l'objectif, c'est que méthode B, elle va reprendre notre objet, par exemple, boom, et elle va faire un console log de cet objet. Donc, vous imaginez, on a une API qui crée un objet, typiquement, elle vous le retourne, peut-être que vous travaillez, vous faites des choses avec cet objet. Quand je parle d'un objet, ça peut être une API, hein, ça peut être une API qui retourne une autre API. Et voilà, donc,
Et sauf que le développeur de cette API, il se dit, mais moi j'aimerais bien dans cet objet attacher quand même une metadata pour pouvoir, si demain cette méthode elle revient dans mon framework, pouvoir faire des infos. Donc là, si on utilise notre API, donc on va déclarer notre classe, boum, on va récupérer notre objet. Donc notre objet c'est la méthode A, et on va refaire méthode B de obj. Voilà. Et donc là, si j'exécute, évidemment, on a foobar. Bon, c'est ce qu'on a codé, rien d'extraordinaire jusque-là, mais on n'a pas ajouté notre metadata. Donc c'est là où le symbole va venir jouer. Donc là, on va utiliser object define properties, property. On va mettre obj property qui est justement la clé. On va mettre KAPI metadata. Donc là, on va utiliser notre symbole en clé et en attributes. Donc imaginons, on a ici par exemple la metadata qu'on veut définir pour notre objet. Qu'on peut appeler par exemple obj metadata. Alors c'est très moche hein, comme nom, évidemment dans vos frameworks. Faites des noms qui sont plus cohérents que ça. Mais on peut attacher une metadata, par exemple, version, je ne sais rien, ça a été fait par la version 1. Évidemment, vous mettez ce que vous voulez, selon l'outil que vous développez, vous pouvez avoir une metadata plus ou moins complète. Ça peut être une metadata sur l'objet que vous délivrez, mais en fait qui n'a pas d'importance pour le développeur. Le développeur qui l'utilise, lui, il s'en fout, mais peut-être que vous, en interne, vous allez utiliser cette metadata pour débugger, tout simplement. Et donc là, on va définir notre value en obj metadata, mais par contre on va vouloir dire que cette propriété elle n'est pas énumérable par exemple. On pourrait la verrouiller aussi de dire elle n'est pas éditable, etc. Typiquement on pourrait le faire avec configurable et rateable. Configurable et rateable. Et donc là, ce qui se passe c'est que si je console log, bon, merde j'ai toujours foobar. Mais ce qui est possible, c'est qu'ici, on fasse const obj metadata et qu'on fasse notre obj KAPI, donc notre symbole. Console log objet metadata. Hop. Tac. Et donc là, on voit qu'on a récupéré notre metadata sur notre objet. Donc là, typiquement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes un développeur de framework et que vous voulez, ou d'API, n'importe quoi, et que vous avez, des fois, vous pouvez avoir ce besoin-là. Je peux vous prendre typiquement, moi j'ai un cas d'usage, par exemple, dans un de nos packages, on a des formats un peu différents, et des fois, on a besoin de stocker la nature du format et des infos internes, et on le fait comme ça avec un symbole. Et une fois qu'on va le repasser dans un objet de converteur, ce converteur il va récupérer la metadata pour savoir quels sont les types de transformations possibles. Mais tout ça, en fait, finalement, c'est des détails d'implémentation qui ne concernent pas le développeur. En tout cas, on n'a pas envie d'ennuyer le développeur avec. Et donc, c'est pour ça qu'on va déclarer avec Object Defined Property, avec non énumérable, pour que la personne, de plus, si on n'exporte pas le symbole au niveau des fichiers, il y a toujours moyen, par des moyens contournés, avec des reflect on keys, etc., de récupérer les choses. Mais en tout cas, on a l'objectif premier et atteint, c'est que le développeur, lui, il y voit quasiment rien. Il n'est pas dérangé par notre metadata. Et nous, en interne, on peut réexploiter cette metadata puisqu'on connaît notre symbole, etc. Donc voilà, c'est un des cas d'usage du symbole que vous n'avez pas forcément peut-être rencontré, parce qu'effectivement, si vous ne construisez pas forcément des packages ou des codes qui ont cette dynamique-là, vous n'allez pas forcément rencontrer sur cette mécanique de symbole. Typiquement, si vous faites beaucoup d'API, vous avez beaucoup moins de chances de rencontrer un cas où vous avez un symbole, parce que pour le coup, c'est bien plus rare. On va se vraiment orienter sur des besoins de code beaucoup plus classiques, quoi. Donc là, on vient de voir le cas d'usage de la metadata. On va avoir le cas d'usage pour une valeur unique. Et ça, je trouve ça super important. Un exemple que je donne souvent, c'est enlever l'ambiguïté d'une fonction. Donc, imaginons, on a une fonction qui fait foobar something, hop, something qui pourrait être un boolean typiquement. Donc là, on fait const value égale foobar. Alors,
on va voir que dans la réalité, on a des exemples. Là, je prends un exemple bidon, mais évidemment, dans la réalité, c'est un peu plus nuancé que ça. Mais par exemple, ici, on va faire K foo bar A, tu vois. Donc, ça, on a un choix numéro 1 qui est un symbole et un choix numéro B qui est un symbole aussi. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut même faire une ternary ici. Hein, on n'est même pas obligé de something, hop, tac, K foo bar A, K sim foo bar B, tac, tac, hop. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec l'un des deux symboles. Et donc, ce qui est super intéressant avec ce truc-là, c'est que déjà de 1, vous avez enlevé toute ambiguïté, puisque pour le coup, vous retournez une valeur qui est strictement unique, puisque c'est un symbole. Donc, en plus, si c'est dans un fichier à part, vous allez devoir exporter ces symboles en tant que constante. Donc, ce qui rend aussi le code... Ça rend le code beaucoup moins ambigu, parce que pour le coup, ici, si vous voulez vérifier que value... En fait, vous ne pouvez pas faire if value égale... par exemple, vous auriez géré avec des strings, vous retrouvez en fait à spéculer la valeur string qui sera sur la droite. Parce que finalement, vous gérez avec des données qui ne sont pas uniques. Mais puisque là, on est sur quelque chose d'unique, si vous voulez vérifier, vous êtes dans l'obligation de récupérer votre symbole. Et le fait de devoir obligatoirement récupérer ce symbole fait que votre code, il est strict à en mourir. C'est-à-dire que là, il n'y a pas une valeur... là, vous vous amusez pas à créer une valeur C alors qu'elle n'existe pas. Ça n'existe pas. Enfin, là, les choses deviennent beaucoup plus claires et beaucoup plus strictes. Et donc ça peut être utilisé dans pas mal de cas finalement. Quand on apprend à travailler avec ce côté-là, il y a beaucoup de situations où finalement, on a des méthodes qui retournent des strings rouge, vert, bleu, n'importe quoi, ces choses-là. Et en fait, plutôt que des fois, il faut réfléchir. Est-ce que renvoyer une string, c'est une bonne solution? Surtout quand ces strings correspondent éventuellement à une énumération. Des fois, le choix du symbole est aussi une bonne idée. Typiquement, je pense à un exemple à vous donner, mais effectivement, quand on travaille par exemple un lexer, typiquement, j'en ai un là. Ici, typiquement, à chaque fois qu'on va retourner donc des tokens, on va travailler quasi constamment avec des symboles. Et donc tout ça, ça va nous obliger à être super strict sur comment on travaille avec les symboles, etc., de bien les comparer. Donc là, en fait, il n'y a pas de quiproquo. On n'est pas en train d'inventer des nouveaux tokens à la volée. On ne peut pas faire d'erreur de syntaxe. Et donc, on se retrouve avec des codes, typiquement là, voilà, avec les cases, etc. Bon, là, je suis très impératif, mais évidemment, en fonctionnel, on aurait un résultat qui s'approche de ça aussi. Voilà, donc là, on est obligé d'être très, très strict. Et si on veut les utiliser, bah, comme ici, par exemple, on va exporter. Moi, je vais exporter en majuscule pour notifier qu'on a des constantes qui pourront être réutilisées dans d'autres fichiers à la suite. Typiquement les patterns, etc. Je pense que voilà, après, il y a des choses qui sont réutilisées là-dedans. Comme typiquement ici, etc. Donc on réutilise, voilà, effectivement, on réutilise les symboles. Et donc vous savez que vous avez un symbole qui pointe vers ça. Donc vous pouvez faire clic droit, suivre la définition. Enfin, ça rend le code, vraiment, ça rend votre code beaucoup plus strict, beaucoup moins ambigu, parce qu'on se plaint beaucoup de l'ambiguïté en JavaScript, notamment si vous ne faites pas de TypeScript et vous êtes en pur JavaScript. C'est aussi une manière pour moi de réduire un peu cette ambiguïté au sein du code, et donc là, pour le coup, on a gommé tout doute sur notre code. Donc, utiliser ces symboles en valeur unique, ça paraît non instinctif pour beaucoup de développeurs, mais en fait, finalement, vous avez beaucoup de cas d'usage où vous avez ce besoin d'avoir un symbole, ou en tout cas, vous pouvez avoir la rigueur d'utiliser un symbole. Et moi, c'est quelque chose que je fais souvent, et depuis que je le fais, bah, honnêtement, je suis assez content. Ça paye, et je trouve que ça donne des codes qui sont beaucoup plus clairs. Surtout des fois aussi en TypeScript où je déteste les énumérations. Il y a beaucoup de problèmes avec les énumérations, et je préfère bien souvent une solution avec des symboles que je vais trouver beaucoup plus solide. En tout cas, en tant que mainteneur. On a un autre cas d'usage qui est l'identification d'un objet. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment en me brûlant les doigts. C'est typiquement, vous avez un objet, imaginons classe addon. Je reprends un petit peu un exemple que j'avais sur Slim.io. Et donc forcément, vous aurez un constructeur, mais le problème de cette classe, c'est que si vous l'instanciez
Par exemple, vous la gérez au sein d'un package. Donc, vous avez un package avec une version 1.0.0, 1.1.0. Le problème, c'est que votre classe addon, elle n'a pas changé, mais entre deux versions, ce sera plus le même prototype, ce ne sera plus la même classe. C'est-à-dire qu'au niveau JavaScript, typiquement, à un moment donné, vous vous retrouverez à vouloir utiliser l'opérateur instance off, voilà, tac. Donc vous vous retrouverez avec un code plus ou moins comme ça. Enfin, vous récupérez, par exemple, vous allez faire un chargement de module et vous allez récupérer une de vos classes. Et le problème de ça, c'est que ça ne marchera pas en fait. Ça ne marchera pas parce que si addon ici vient de la version 1.0.0 et celui-ci vient de 1.1.0, et ben en fait ce n'est plus la même classe, ce n'est plus la même instance de la classe. Et donc ça ne fonctionnera pas. Et donc vous vous retrouvez avec une problématique finalement qui est classique en orienté objet. Qui est comment on identifie un objet. Quelque chose que les gens pensent très simple. Les gens pensent que c'est simple d'identifier un objet, mais c'est faux. C'est monstrueusement compliqué. Un objet, comment on identifie un objet de même nature? C'est un objet qui se comporte de la même façon. Si vous connaissez un peu les définitions de l'orienté objet et notamment des règles assez basiques de l'OOP, vous savez que la notion de comportement est en fait super importante. Et donc, on identifie des objets de même nature par leur comportement. Ce qui est, dans la réalité, ce qui est très très compliqué. Évidemment, tout opérateur instance off, ça ne vous permettra jamais de faire ça. Et par ailleurs, vous aurez le même problème si vous commencez à travailler, en tout cas pour les développeurs un peu plus expérimentés qui vont se confronter à des problèmes d'isolation. Typiquement, on y vient avec les trucs comme les realms, les mondes en français, où aujourd'hui, je crois que la proposal s'appelle Shadow Realm. Et donc ça, c'est des choses super intéressantes en JavaScript aussi, quand vous commencez à... C'est quand même beaucoup plus haut niveau, mais quand vous avez des notions comme du sandbox et effectivement cette isolation du code, en Node.js, typiquement, ce serait peut-être le module VM, par exemple. Vous allez avoir ce genre de problème finalement parce que ces deux objets ne viennent pas du même realm, donc ils n'ont pas les mêmes built-in, les mêmes intrinsiques. Intrinsiques, je ne sais plus comment on dit en français, mais... donc ce problème finalement, plus vous travaillez et que vous allez avoir des besoins chevelus, plus vous allez le rencontrer. Et donc une des solutions pour ça, c'est par exemple de se faire ici par exemple une méthode statique isAddon de addon, et vous allez vous créer un symbole k-simaddon, et cette fois-ci vous allez utiliser symbole.for de addon. Et donc, typiquement, vous allez faire ça, vous allez faire return addon de k-simaddon. Et dans le constructeur, ici, à chaque fois que vous créez un addon, vous allez faire comme tout à l'heure un define property, donc de this, de ce truc-là, et en value true, enumerable, false, validable, false. Enfin, vous faites en sorte de ne pas pouvoir le modifier, évidemment, c'est une information qu'il ne faut absolument pas toucher. Et donc, l'avantage de ça, c'est qu'en plus, boum, on peut être assez explicite. Voilà, bam, hop, tac, tac, tac. Pas besoin de faire ça, mais voilà, quelque chose dans ce genre-là. Et donc, vérifier plutôt à terme, de faire plutôt un addon, isAddon, new addon. Et donc là, finalement, n'importe la provenance de cet addon. D'ailleurs, tout à l'heure, le code était faux. J'allais dire, j'avais mis new dans un instant off, c'était pas fou. Donc là, ça représente un peu mieux. Addon isAddon d'un new addon, n'importe la destination de cet addon, finalement, votre code marchera toujours. N'importe qui vient de la version 1.0, 1.1, 2.0, si c'est toujours un addon, évidemment, après vous pouvez avoir des breaking changes. C'est là où typiquement, ici en value, plutôt qu'avoir un boolean, vous pouvez attacher de la metadata, par exemple la version de votre addon, et pouvoir avoir une gestion de différentes versions. Mais en tout cas, n'importe la situation, vous serez toujours capable d'identifier votre addon. Et le symbole.for, j'en parlais tout à l'heure, un des trucs vachement cool, c'est que ça, il le met dans un global symbol registry. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce symbole, il est disponible à travers les realms,
parce que en fait V8 va faire en sorte, enfin en tout cas la virtual machine va faire en sorte qu'il soit accessible à travers plusieurs realms. Et du coup, finalement, ça va faire aussi que votre code va fonctionner dans cette situation-là. Alors, ça peut paraître anodin, mais typiquement, dans Slim.io, c'est des problématiques qu'on a rencontrées dans le cadre de messages entre différents processus ou ce genre de choses. C'est des situations que vous pouvez affronter. Mais je pense aussi que ça peut arriver avec des workers threads ou si vous travaillez en jeu vidéo et que vous avez des notions qui s'approchent de ça, ça peut être aussi des choses que vous rencontrez. Et donc là, vous allez avoir besoin donc, de ces symboles-là. Donc voilà, ça aussi, c'est un cas d'usage de symboles. Et typiquement, on pourrait probablement rajouter d'autres cas pour les symboles. Il y a vraiment toute une ribambelle de façons d'utiliser ces symboles-là. En fait, dès qu'on a ce besoin d'avoir quelque chose d'unique entre les mains, le symbole va se révéler être une primitive super importante. Donc voilà, ça a été un peu plus long que je pensais la vidéo, mais j'espère que ça vous aura peut-être aidé à vous intéresser aux symboles et pourquoi pas aller chercher à mieux comprendre, mieux creuser, parce que je trouve pas ça normal que des développeurs qui font du JavaScript depuis des années parfois sortent des phrases du genre symbole, je sais pas ce que j'ai jamais entendu parler. Parce que c'est dommage en fait, vous ratez une part du langage et vous ratez probablement dans votre façon de développer un outil formidable qui vous permet de devenir un bien meilleur développeur encore. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la doc, à creuser encore plus, à poser des questions si vous voulez poser des questions. Et voilà, en espérant que vous aurez kiffé. Ciao!